Il y a une phrase qu'on entend tellement qu'elle est devenue une sorte de vérité universelle non questionnée, qui est le pouvoir corrompt. Si on regarde autour de nous, voilà, franchement, on n'aurait pas vraiment envie de la contredire, hein. Entre les scandales politiques, les managers toxiques, les gourous spirituels dont on découvre les abus des années après, les acteurs, chanteurs, youtubeurs ou influenceurs, influenceuses, hein, au féminin comme au masculin, je le répète, qui ont percé et se comportent comme si les règles s'appliquaient plus à elles. Bref, les exemples, ils sont partout et dans tous les milieux, à toutes les échelles. Naturellement, on va tirer une conclusion, hein, qui semble logique, c'est le pouvoir en lui-même qui produit ça. Voilà, c'est la position, le statut, l'argent, l'influence qui transforme les gens. C'est ça qui corrompt. C'est souvent la logique que les gens ont. Mais moi, je suis pas d'accord avec cette logique. Voilà, je suis là pour la déconstruire. Je trouve que c'est une conclusion qui est un peu trop hâtive. Donc, il faut ralentir pour justement comprendre que c'est plutôt une erreur d'analyse. Et c'est une erreur qui est pas anodine parce que elle a des conséquences concrètes sur la façon dont on se rapporte à soi-même, à nos ambitions, voilà, et à ce que on permet ou non dans notre vie. Donc aujourd'hui, hein, en tant que perspectiva, je vais t'emmener dans un voyage introspectif sur le pouvoir. Parce que s'il y a bien une chose à ne pas rater si tu travailles sur toi-même, c'est ta relation avec cette notion-là. Et là, je parle de relation, je ne parle pas d'opinion, parce que la nuance ici, elle est très importante, hein. T'as pas juste une pensée sur le pouvoir, t'as toute une histoire avec lui. Oui, je regarde à côté, je regarde pas la caméra parce qu'elle est pas en face de moi, voilà, et je enregistre encore en mode selfie, parce qu'en fait, je vous cache pas, j'ai essayé d'enregistrer vers l'arrière, et parfois j'avais fait dans une vidéo, et ça me perturbe encore, et parce que je veux pas check des trucs, je veux pas appuyer, et il m'est déjà arrivé de faire des erreurs, ou genre je pense que je parle, mais je parle pas, et ouais, j'en ai retour écran, mais mon retour écran, là, il est chelou, bref, donc ça fait que oui, j'ai continué à filmer en mode selfie, la qualité est moins bonne, on s'en fout, on s'en fout. Le plus important, c'est ce que j'ai de toute manière. Voilà, je tenais à préciser cela. Donc voilà, avant de déconstruire quoi que ce soit, prenons un moment pour vraiment regarder ce qui nous emmène à cette conclusion. Parce que le problème avec les croyances bien installées, c'est qu'elles ont souvent une base qui est réelle. Ce n'est pas qu'elles sont fausses dans ce qu'elles observent, c'est que elles peuvent être fausses dans les conclusions qu'elles en tirent. Et ce qui est le cas ici. Disons-le, je spoil déjà. Alors, qu'est-ce qu'on peut concrètement observer? Alors, déjà, si on s'arrête à différents domaines, en politique, les exemples d'abus, de corruption, de mensonges institutionnalisés, ils sont tellement nombreux, voilà, que c'est devenu un peu la normalité. Voilà, le petit fond sonore de l'actualité, quoi. Cela à un point où on est plus surpris de voir un élu intègre qu'un élu qui ne l'est pas. Et si on prend un ou deux exemples concrets, là je pense par exemple à un maire, le maire de Saint-Étienne qui avait été accusé en 2015 de chantage à la tape contre son propre adjoint parce qu'il avait utilisé des images compromettantes pour exiger une sorte de loyauté politique, voilà, et des petites concessions électorales. Lors des dernières élections municipales de mars 2026, pas mal de maires qui ont été élus ont des dossiers assez lourds, hein. Par exemple, un maire qui a été réélu au premier tour à plus de la moitié des voix, alors qu'il était mis en examen pour viol. Et avec contrôle judiciaire lui interdisant de se rendre dans sa propre commune. Les habitants l'ont quand même réélu. Et ça, c'est pas un cas isolé. Je crois qu'il y en avait autre qui a été attrapé avec une détention de contenu à caractère PDF. PDF pour ceux qui comprennent. À une échelle beaucoup plus grande, hein. Moi je pense au président des États-Unis, Trump, qui voilà, lui a beaucoup de dossiers. Ça c'est un détail qui est important parce que l'argument le pouvoir corrompt, il suppose une transformation. Voilà, vous voyez, ça corrompt. Voilà, une dégradation progressive. Or, dans le cas de Trump, lui, il n'a pas attendu d'être au pouvoir pour se comporter ainsi. Le concernant, le pouvoir n'a rien créé ici. Il a juste donné plus de surface à quelque chose qui était déjà là, entièrement visible. Et malgré ça, des millions de personnes ont choisi d'élire quand même. Donc là, on peut juste commencer à se demander, mais est-ce que c'est vraiment le pouvoir qui corrompt? La réponse, spoiler alerte, non. Non, ma puce. Si on continue dans les exemples, hein, dans le milieu du divertissement, est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on en parle? Des célébrités, des figures, principalement des hommes, disons-le, hein, mais pas que. Voilà, les femmes aussi sont capables d'abus. Mais bon, si on s'arrête sur les hommes, le cas de Harvey Weinstein, de R. Kelly, derrière eux, des industries qui avaient laissé faire parce que voilà, le pouvoir aussi protège le pouvoir, disons les termes. Et dès maintenant, j'ai envie de parler d'un petit schéma, voilà. Un schéma, c'est le lien d'âme, disons, le lien d'âme entre
les hommes qui accèdent à une position de pouvoir, de visibilité, d'influence, et leur tendance, et cela dans une proportion assez significative, à orienter cette influence vers des personnes plus jeunes, voilà, souvent mineures. Vous voyez ce lien d'âme entre le mec qui a percé et je vais aller draguer des mineurs. Et ça, encore une fois, c'est pas une coïncidence. C'est dans la logique de la vidéo. On l'a vu avec la vague de balance youtubeurs, voilà, et Squeezie qui a popularisé le hashtag parce qu'il dénonçait des collègues créateurs de contenu qui profitaient de leur notoriété pour approcher des abonnés, parfois mineurs. Là, des témoignages ont émergé contre plusieurs figures voilà, de la plateforme qui mettaient en cause des mécanismes similaires, c'est-à-dire l'utilisation de la notoriété comme levier de pression pour obtenir des photos intimes, des comportements manipulateurs, voilà, du chantage. Et ça crée des situations comme des youtubeurs, comme Experiment Boy, qui lui a été jugé pour des échanges de messages, photos et vidéos à caractère intime avec 6 garçons mineurs. 6 garçons mineurs. Il a été finalement condamné. Mais autre affaire, la fameuse affaire de Norman, accusé de viol et de corruption de mineurs par des femmes qui étaient justement mineures au moment des faits, quoi. Et on a également l'affaire récente de Patrick Buell. Voilà. Et là encore, je mets des cas qui ont été mis entre les mains de la justice. Et il faut pas oublier que certains se sont sortis avec aucune conséquence judiciaire. Voilà, leur audience est restée intacte et leur carrière a été poursuivie. Voilà, il y a des cas où voilà, leur carrière est encore là. Et si on s'arrête sur une question, c'est-à-dire pourquoi les mineurs, voilà, pourquoi les plus jeunes? Et justement, cette question, elle est entièrement liée au sujet, c'est-à-dire à la dynamique de pouvoir. Un mineur ou une personne plus jeune, dans une relation avec une figure d'autorité adulte et célèbre, plus précisément, ça crée justement un énorme déséquilibre de pouvoir. Quand on est ado, on n'a pas les ressources psychologiques, les référentiels, ni souvent les mots pour nommer ce qui se passe. Quand on est ado, on est encore en construction identitaire et ça va nous rendre particulièrement, perméables à l'influence, à la validation, à la manipulation. Voilà. Et la célébrité de l'adulte, en face, il va agir comme un amplificateur de ce déséquilibre. Être remarqué par quelqu'un que tout le monde admire, voilà, c'est une forme de reconnaissance extraordinaire pour un adolescent. Et bien évidemment que beaucoup l'exploitent. J'ai un peu baissé ma caméra, voilà. Et donc ce que ces personnes, ce que ces hommes, ils cherchent dans les plus jeunes, voilà, c'est pas juste la jeunesse en elle-même, c'est l'absence de résistance, c'est la garantie d'un rapport de force qui leur seront favorables pour eux. Voilà, c'est quelqu'un qui ne dira pas non facilement, qui ne va pas facilement comparer les choses, qui va pas facilement partir aussi, et qui ne va pas les remettre en question facilement, comparé à une personne plus âgée, voilà, qui a du vécu, qui a de l'expérience, qui a du recul sur la vie, donc une certaine maturité, qui saura détecter, qui saura facilement dire non, voilà, qui saura facilement s'affirmer. Et justement, ce que j'ai abordé dans ma vidéo, la nuance que je vais apporter, c'est que ce n'est pas le pouvoir en lui-même qui crée cette domination sans résistance, c'est une blessure préexistante, c'est un rapport à soi qui est insuffisamment solide, qui cherche à compenser via un contrôle maximal sur l'autre. Le pouvoir, lui, il donne juste accès à des cibles plus vulnérables et il réduit les conséquences. J'avais aussi donné l'exemple aussi vite fait du gourou, le guide, le maître dans la sphère spirituelle ou même dans les coachs aussi, qui eux vont bâtir leur influence sur une dynamique d'emprise, voilà, donc c'est-à-dire des communautés entières qui sont construites autour d'une figure. On parle aussi dans le mode quotidien, professionnel, le manager toxique ou qui est un gros bully, l'avocat associé qui parle et traite hyper mal ses stagiaires ou collaborateurs ou collaboratrices. Mais voilà, et peut-être si t'es honnête avec toi-même, tu peux juste aller chercher beaucoup plus près. Un moment dans ta vie où t'avais du pouvoir sur quelqu'un et tu t'es pas comporté exactement comme tu en étais fier. Quand on met tout bout à bout, ça donne une image assez cohérente. Cette image, c'est le pouvoir fait quelque chose aux gens. Mais qu'est-ce que le pouvoir, il fait exactement? Pour comprendre ce qui se passe quand quelqu'un arrive au pouvoir, il faut remonter. Il faut aller voir comment la quête de pouvoir apparaît. Parce que personne ne naît avec un désir de domination. Ce désir a une histoire. Et cette histoire, elle commence presque toujours avec son exact opposé.
l'impuissance. Et nous, on s'arrête et on pense à ce que ce que ça fait de vivre une situation d'impuissance. Pas juste dans l'abstrait, mais vraiment, une situation dans laquelle t'as pas de contrôle sur ce qui t'arrive, dans laquelle ce que tu ressens, ce que tu veux, ce que tu es ne compte pas, t'es à la merci de quelque chose ou de quelqu'un. Pour la plupart des gens qui développent une relation problématique avec le pouvoir, cette expérience est ancienne. Voilà, elle remonte souvent à l'enfance, à l'adolescence, parfois aux deux, et elle n'a pas besoin d'être spectaculaire pour laisser une trace profonde. C'est peut-être une famille dans laquelle l'expression émotionnelle, elle était punie. C'était réprimé. Un environnement dans lequel tu devais te faire petit ou petite pour rester en sécurité. Une période d'humiliation sociale comme l'harcèlement scolaire. Ou même un parent qui était imprévisible, absent ou violent. Ou même écrasant, un parent qui était étouffant. Ou de manière générale une situation de violence. Et cela peu importe la nature, physique, sexuelle, verbale, voilà. Et ce que ces expériences, elles produisent, c'est une conviction intégrée, souvent inconsciente, qui dit quelque chose du style « dans ce monde, soit tu domines, soit tu es dominé ». Qui a déjà entendu ça sortir de la bouche de quelqu'un. Ou encore, dans ce monde, soit t'as du pouvoir sur ta vie, ou soit alors quelqu'un d'autre l'a à ta place. Voilà, moi ça j'ai déjà dit ça aussi, le deuxième, moi. Mais disons-le, c'est un peu une logique binaire, et on n'est pas pour faire de la binarité. Voilà, c'est une logique de survie, c'est soit on t'écrase, soit on machin, vous voyez. Très survival, you know. Et c'est à partir de là, que la quête de pouvoir, elle devient plus irrationnelle. Elle devient une réponse psychologique à une blessure réelle. Et donc cette quête, elle devient une tentative de ne plus jamais se retrouver dans une position comme on l'a été auparavant. Ne plus jamais être à la merci de personne. C'est pas irrationnel de faire ça, c'est pas irrationnel. Donc on n'est pas là pour dire que c'est bête. Il y a rien de bête dans ce processus-là. C'est dysfonctionnel, mais c'est pas bête. Et donc à partir de là, je vais faire une distinction. Parce que tous les profils ne se ressemblent pas. On ne cherche pas le pouvoir pour les mêmes raisons. Alors tout d'abord, tu as ceux qui cherchent le pouvoir comme une protection. Leur objectif inconscient, c'est de créer une distance suffisante entre eux et toute situation d'impuissance. Le statut, money, l'argent, la position, ça devient une armure. Et le problème, dans ce cas de figure-là, c'est que une armure, ça te protège pas seulement des autres. Une armure aussi, ça te protège de toi-même. Et quoi d'autre ? T'as ceux qui cherchent le pouvoir comme une revanche. Ceux-là, ils ont souvent vécu une humiliation spécifique. Une injustice qu'on peut nommer, harcèlement. Et ils ont développé quelque chose qui ressemble à une dette. Donc j'ai une dette, on m'a fait ça, tu me dois quelque chose, quoi. Donc là, ici, le pouvoir doit leur rendre ce qui leur a été pris. Et en attendant, ils avancent avec une forme de rage sous-jacente que la réussite ne fait pas disparaître, mais très souvent décupler. Et t'as ceux aussi qui cherchent le pouvoir comme validation. Ici, souvent, leur blessure, elle est moins celle de la domination, mais plus celle du manque de valeur. L'absence de valeur. Ils n'ont pas suffisamment eu de reflets qui leur disaient qu'ils comptaient, qu'ils étaient là. Donc, ils ont appris à chercher cette confirmation à l'extérieur, dans la reconnaissance, dans le statut, un titre, ou alors dans le nombre de personnes qui les regardent. Mais ça, c'est quelques profils, mais sachez que ces 3 profils, bien évidemment, ils ne s'excluent pas, ils peuvent coexister dans une même personne. Mais dans tous les cas, ce qu'on voit, c'est que la quête de pouvoir, c'est d'abord une quête de guérison qui a pris une mauvaise direction. Mais ce qu'on observe, c'est que justement, ce sont ces personnes-là, c'est-à-dire celles qui ont le plus besoin de ce que le pouvoir représente symboliquement, qui vont aller le chercher avec le plus d'acharnement, qui vont supporter le plus de sacrifices pour l'atteindre. Dans certains cas, elles iront même jusqu'à vendre leur âme, symboliquement ou pas, pour obtenir justement cette position. Bref, ce sont elles qui vont être les plus motivées, les plus stratégiques, les plus insistantes. C'est-à-dire que ce sont pas forcément les plus compétentes, ni les plus justes,
mais ce sont statistiquement les plus susceptibles d'arriver là où le pouvoir se trouve, parce qu'elles en ont le plus besoin. Period. C'est là que le vrai problème commence. C'est que cette observation-là, elle a créé la conclusion dont on parle et qu'on déconstruit, qui est une illusion. Pour adresser le problème, imagine une scène. Quelqu'un a passé des années, parfois des décennies, à travailler vers un objectif, à endurer, à se battre, voilà, à naviguer des environnements hostiles. Et cela avec pour carburant principal cette conviction que quand ça arrivera, quand il ou elle sera enfin là-haut, les choses changeront. La douleur s'arrêtera. Le sentiment de ne pas compter disparaîtra, le sentiment d'impuissance disparaîtra, la vulnérabilité sera enfin derrière. Et puis, ça arrive. Ils atteignent cette position-là. Et là, quelque chose de paradoxal se produit. Ils réalisent que ça n'a pas enlevé tout ça. Parce que le pouvoir, en réalité, il ne guérit pas la blessure qui en a motivé la recherche. Voilà. Il n'a jamais pu faire ça, le pouvoir, voilà, hein, ce n'est pas ce qu'il est, voilà. C'est pas un guérisseur, le pouvoir. Il a dit, c'était pas moi. Et donc, la personne se rend compte que le statut ne remplace pas l'estime de soi intrinsèque, que l'argent ne répare pas le sentiment d'abandon, que la notoriété ne comble pas le vide du manque de valeur. La personne réalise, une fois arrivée au top, que ça ne fonctionne pas comme ça. It doesn't work like that. D'ailleurs, petit aparté, je tiens à préciser que c'est pareil pour le cas relationnel. Les personnes qui cherchent à être à tout prix en couple, ou alors avec une personne en pensant inconsciemment, sans se le dire, que si je suis avec cette personne-là, ou alors si je suis enfin en couple, tous mes problèmes relationnels vont se dissoudre, ou ce sera enfin fluide, ou je ne sais quoi, je serai enfin heureux, pour ensuite réaliser que no. Et ben c'est pareil. C'est pareil. On ne guérit pas en recherchant des choses extérieures. À retenir, à inscrire, à graver, voilà. Continuons. Donc voilà ce que la personne découvre, voilà. Souvent, sans le formuler consciemment, elle découvre que ça ne suffit pas. Voilà, que la douleur, elle est toujours là, que l'impuissance intérieure, elle est toujours là, même quand le pouvoir extérieur, il est bien réel. Voilà ce qui arrive. Et pour ceux qui inconsciemment ont cette quête-là, hein, c'est ok, hein, je vous spoil, voilà. Je ne suis pas voyante, j'ai pas besoin d'être voyante. Voilà ce qui va arriver. Et la différence ici, c'est que même si ça n'a pas guéri, elle a des outils qu'elle n'avait pas avant. Voilà. Et c'est là que les abus commencent. Parce que ce qu'on appelle abus de pouvoir, dans la très grande majorité des cas, c'est quelqu'un qui utilise des leviers externes pour gérer une détresse interne. Le manager toxique qui humilie son équipe, voilà, lui, ce qu'il fait, c'est reproduire inconsciemment la dynamique dans laquelle il a été humilié. La différence, c'est que cette fois-ci, il s'assure qu'il est du bon côté. C'est-à-dire celui qui domine dans sa tête. Parce qu'il dominerait pas, il chercherait pas à dominer s'il était en paix avec lui-même. Parce qu'il n'en aurait pas besoin. Voilà. Conso pour faire la distinction entre dominer et gérer les gens. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Un manager, ça gère les gens, ça manage. Voilà, ça ne domine pas les gens. Un président, il préside. Il ne domine pas. Dans la domination, dans le terme domination, il y a une problématique déjà en soi. Pareil, parmi les exemples qu'on a donnés, le gourou qui crée de la dépendance chez ses adeptes, il a généralement lui-même une relation à l'abondance suffisamment non résolue pour pouvoir avoir besoin de créer autour de lui un cercle de personnes qui ne partiront pas. Voilà, qui un peu des gens qui lui appartiennent, entre guillemets. D'autres exemples que j'ai pas donnés plus tôt, mais la personne qui était une ancienne moche ou une ancienne grosse et qui, une fois qu'elle a glow up, voilà, elle veut se venger et elle se met à maltraiter les gens, même schéma. En faisant ça, il y a ce choix de perpétrer. Donc, elle reproduit et veut faire subir aux gens ce qu'elle a elle-même subi. Tout ça parce que hurt people hurt. Voilà. Les gens blessés blessent. En retour, si c'est pas traité, bien évidemment. La douleur non traitée ne disparaît pas, elle se déplace. Elle va juste ailleurs. Et quand elle se déplace depuis une position de pouvoir, elle a les moyens de faire des dégâts à plus grande échelle. Donc, ce n'est pas que le pouvoir corrompt, c'est la blessure qui s'exprime enfin avec des ressources.
La différence, c'est juste que t'es blessé là, mais t'as plus des ressources de blesser en retour les gens. Voilà. Et si on est plus précis par rapport au rôle du pouvoir, c'est que le pouvoir, il agit comme un révélateur. Quand t'as pas de pouvoir, hein, disons-le, certains de tes comportements les plus problématiques, ils vont rester contenus. Voilà. Ils seront mis de côté, quoi. Et pas parce qu'ils n'existent pas, mais parce que tu n'as pas les moyens de les exprimer à grande échelle. Voilà. Et justement, le pouvoir, il va venir lever ses contraintes, il va venir retirer les freins, et il va créer un environnement dans lequel les conséquences, elles semblent moins fréquentes, dans lequel personne te dit non, dans lequel tu peux te permettre d'être le pire de toi-même sans coût immédiat apparent. C'est pour ça, d'ailleurs, encore aparté, que, vous voyez, moi j'aime bien dire qu'il y a des gens, ils sont gentils, entre guillemets. Ils font le bien, mais c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire le mal. C'est-à-dire que t'as des personnes, elles sont réellement gentilles, elles sont réellement bienveillantes. Mais t'en as, en fait, elles sont juste restreintes. Pour donner un exemple, c'est l'exemple de la pauvreté et de la richesse. Il y a des personnes, elles font rien parce qu'elles sont pauvres. Moi, j'adore le dire, parce qu'il y en a, ils aiment trop vouloir créer ce dessin très simple et très binaire de les riches sont méchants, les pauvres sont gentils, voilà. Alors qu'on sait très bien que dans les deux côtés, il y a des bons comme des mauvais. Mais les gens adorent penser de manière simpliste et binaire parfois, mais rappelons-le. Et que si on donne un exemple assez choquant, par rapport à l'affaire Epstein, les gens ils spinaient en mode « Oh, quel scandale !» Qui aurait été, si t'avais les moyens, le réseau. Disons les termes, t'as des personnes, elles font les choquer, mais si on leur avait mis la même opportunité, let's fucking go. Donc arrêtez de faire semblant. Il y en a, arrêtez de faire semblant. C'est parce que vous pouvez pas, en fait, que vous le faites pas. C'est violent à dire, c'est triste à dire, mais c'est la réalité. La réalité, elle est pas bisounours. Voilà, moi j'ai beau être optimiste, mais on n'oublie pas la réalité dans laquelle on vit, en fait. Enfin, contrairement à ce que certains pensent, être optimiste, c'est pas ne pas être réaliste. Tu peux être optimiste et réaliste, tout comme tu peux être pessimiste et pas réaliste. C'est un petit pic pour les pessimistes qui adorent penser que c'est eux les réalistes et que les optimistes, c'est ceux qui sont forcément delulus. Non, ma puce. Ça veut pas dire ça, être pessimiste ou optimiste. L'optimiste, tout comme le pessimiste, c'est une manière de percevoir la réalité, tout simplement. Mais ça reste la réalité. Voilà. Tu peux être optimiste et réaliste, tout comme être pessimiste et pas réaliste. Tout comme, oui, tu peux être optimiste et délulu, ou l'inverse. Et pessimiste, mais c'est toi qui es plus réaliste. Bref, la nuance. Voilà, donc c'est pas le pouvoir qui transforme les gens, c'est que le pouvoir leur permet d'être pleinement qui ils étaient, qui ils ont toujours été. Donc le pouvoir, l'argent, le statut, voilà, etc., la notoriété, ça révèle. Ça ne change pas une personne. Ça révèle une personne, ça amplifie ce qu'une personne est déjà, ce qu'elle avait déjà en elle. Soyons vraiment clairs là-dessus. Donc alors, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on s'arrête là ? Non, on va pas s'arrêter là, ma puce. On ne s'arrête pas là, nous, ici. Alors, si la conclusion était simplement, le pouvoir c'est dangereux, voilà, méfie-toi de ceux qui en veulent, c'est ce que vous dites du quiz. La conclusion c'est ça ? Non, José. On n'a pas beaucoup avancé, si c'est ta conclusion. Et surtout, en fait, en ayant cette conclusion, on laisse de côté quelque chose de crucial. Si les personnes blessées sont celles qui cherchent le pouvoir avec le plus d'acharnement, et si les personnes équilibrées, elles ont tendance à s'en méfier ou à fuir le pouvoir, là, on a un problème, les gars. On a un problème structurel. Ça fait qu'on a un système qui va sélectionner les gens en position de pouvoir pour les mauvaises raisons. Et moi, je suis désolée, mais la solution pour les personnes, équilibrées, ça peut pas être de continuer à fuir le pouvoir. Parce que fuir le pouvoir, c'est justement laisser le terrain libre à ces personnes-là. Donc non, on va pas s'arrêter là, en fait. Il faut justement déconstruire cette croyance. Et ça, pas seulement sur le plan intellectuel, mais dans ce qu'elle produit comme comportement. La croyance que le pouvoir corrompt pousse les personnes saines à refuser le pouvoir, à se méfier de leur propre ambition, ce qui est coupable. Ça nous incite à se raconter qu'avoir envie de mieux, de plus, d'influence, d'impact, c'est déjà suspect, et du coup on s'auto-censure, on reste en retrait au nom d'une humilité, la fausse modestie qui commence de plus en plus à m'agacer parce que ça me parle, et plus le temps passe, je suis en mode mais no,
Parfois, c'est pas de l'humilité. Parfois, c'est de la peur, disons-le. Parfois, non, c'est pas que t'es humble. C'est que t'as peur. C'est que t'es une purée de poule mouillée, voilà. Et que tu déguises ça en vertu. On va pas faire ça ici. Vous le savez très bien, voilà, ou pas, ceux qui me découvrent, mais ceux qui me connaissent, vous savez que ici, on n'est pas dans le masque. Le masque, on le fait tomber pour mieux avancer. Parce que le problème, c'est que quand on est là, quand on fait ça, c'est que pendant ce temps-là, en fait, le terrain, il reste occupé par ces personnes-là, qui sont avides de pouvoir parce qu'ils sont grave blessés. Et ils n'ont pas guéri. Donc la vraie question, c'est pas, ouais, est-ce que le pouvoir, c'est dangereux ou pas? Non, le pouvoir, c'est pas dangereux en lui-même. Non, la vraie question, elle est introspective. On va commencer par là. D'où vient ton rapport au pouvoir? Et qu'est-ce qu'il te coûte? Commençons là, déjà. Parce que ta relation au pouvoir, elle t'a été transmise, comme on a pu le voir avec les petits exemples, par ta famille, par ta culture, par tes expériences. Et elle est souvent chargée. Pardon. Soit il reste quelque chose que tu désires avec une intensité qui mériterait d'être examiné, soit il est quelque chose que tu fuis. Voilà. Pouet, non, je déconne. J'arrête. Avec, voilà, c'est bref, quelque chose que tu fuis avec une constance qui mériterait également d'être examinée. Et dans les deux cas, comme on peut le voir, il y a une histoire là-dessus. Donc, ce que j'aimerais proposer comme alternative à la croyance le pouvoir corrompt, c'est simplement le pouvoir amplifie. Le pouvoir, il amplifie ce que tu es déjà. Il donne davantage de moyens d'expression à ce qui est en toi, pour le meilleur et pour le pire. Et donc, ce qui veut dire que la variable déterminante, c'est pas le pouvoir. C'est toi. Pardon, là je regarde vraiment la caméra, si je regarde au bon endroit. C'est toi. Donc une personne qui fait un travail sérieux sur ses blessures, sur ses angles morts, sur ses dynamiques relationnelles, ici on est là pour ça, on est là pour explorer tout ça, pour travailler sur ça. Une personne qui n'a pas besoin du pouvoir pour se sentir légitime et en sécurité, cette personne, elle peut exercer du pouvoir différemment. Pas parfaitement, on ne cherche pas la perfection ici, mais différemment. Elle peut en faire quelque chose qui sert, qui protège, qui crée. Donc non, le but n'est pas ici de dire « ouais, fuyez le pouvoir ». Non, justement, les personnes qui sont réellement équilibrées, pas en mode performance, ça on connaît, hein. Mais justement, vous, ne fuyez pas les positions de pouvoir. We need you, surtout en ce moment. Parce qu'il y en a marre. Il y en a marre de donner la force aux mauvaises personnes, entre guillemets. Mais il y en a aussi marre, en fait, que les gens se plaignent et ne fassent rien. Juste concluent que, le pouvoir corrompt. Le pouvoir corrompt, association négative au pouvoir, tu vas jamais chercher le pouvoir, voilà, tu vas te faire petit. Et au final, en fait, tu vois le même schéma se reproduire à chaque fois. Parce qu'en fait, les bonnes personnes, les personnes équilibrées, elles cherchent pas le pouvoir. Et après, on se plaint. Non, on n'est pas là pour se plaindre. Nous, on est là pour, justement, on réfléchit et on trouve une solution, en fait. On trouve une alternative. Sinon, ça avance jamais. C'est pour ça que pour moi, le travail introspectif, là, tu peux pas le séparer de la question du pouvoir. Justement, c'est une condition. Le travail introspectif, c'est une condition à cette question-là, par rapport au pouvoir. Si tu vas avoir de l'influence sur ta vie, sur ton environnement, sur des personnes, sur le monde, à une quelconque échelle, la question de ta relation au pouvoir, elle est inévitable. Elle est incontournable. Et elle ne se réduit pas à « est-ce que je suis une bonne personne ?» On va plus loin que ça, en fait. Est-ce que tu es en paix avec le fait d'occuper de l'espace? Est-ce que tu peux exercer une autorité sans en avoir besoin pour te sentir valide? Est-ce que tu peux recevoir de la résistance, de la contradiction, du désaccord, sans que ça déclenche une réaction complètement disproportionnée? Est-ce que tu peux perdre du pouvoir sans que tu t'effondres? Des questions de ce style-là. Voilà. Si on m'enlève mon titre, si on m'enlève mon argent, si on m'enlève ma notoriété, mon pouvoir, voilà. Est-ce que je m'effondre ou pas? C'est là que tu sais. C'est là que tu vois si tu en as besoin ou pas. C'est là que tu vois si c'était une béquille, un comble ou pas. C'est là que tu vois. Donc ce sont des questions qui sont assez exigeantes quand même. Là, je viens de voir où j'en suis. J'ai mis tellement de temps à...
La vidéo va être longue. Mais elle est bien, elle est bien. En tout cas, moi, je m'amuse. Conclusion. Si on revient au point de départ, c'est la conclusion, de toute façon, on a fini. Le pouvoir corrompt. Non, je ne pense pas que le pouvoir corrompt. Je pense que les gens blessés qui n'ont pas traité leur douleur font des choses terribles quand ils ont les moyens de les faire. Et que le pouvoir, dans notre système actuel, est trop souvent confié à ces personnes-là. Simplement parce que ce sont elles qui le veulent le plus fort. Et ça, c'est pas la même chose. Vous avez compris, c'est pas la même chose, là, c'est nuancé. Cette distinction, elle change quelque chose de concret dans ta façon de te rapporter à tes propres ambitions. Elle vient repositionner le vrai enjeu, qui n'est pas d'être quelqu'un qui fuit le pouvoir pour rester pur, mais d'être quelqu'un qui travaille suffisamment sur soi pour pouvoir l'exercer sans en avoir besoin comme béquille. Et n'oubliez pas qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Donc quand tu es une personne qui veut exercer un pouvoir ou qui exerce un pouvoir et de la manière la plus saine, il faut que tu checkes constamment. Check constamment, peu importe l'échelle. Moi, à titre personnel, voilà, j'observe que Perspectiva prend de l'ampleur, notamment sur TikTok. Et moi, mon travail sur moi, je vous le cache pas, il est constant sur ce plan-là. Parce que moi, je sais que j'ai des tendances. Quand ma mère, elle me raconte que oui, quand j'étais gamine, moi je m'en souviens pas, mais genre quand j'avais 3 ans, 2 ans, j'étais une dictatrice avec une copine à moi, et que la France m'a calmée. Et même quand je suis arrivée en France, j'ai observé que dans mon groupe, notamment en primaire, naturellement, j'avais la position de commandante. Mais j'abusais pas, moi. Justement, avec mon groupe d'amis, là, de copines de la maternelle primaire, j'étais pas tout le temps la commandante. Mais pendant une période, je l'ai été. Et ça s'est fait genre naturellement, sans décision, genre c'est moi la chef, j'ai pas fait de coup d'état ou quoi que ce soit. Et un jour je m'en suis rendu compte, j'ai pris conscience en mode pourquoi c'est toujours moi qui commande. Puis je m'en souviens que j'avais testé en mode, j'aurais demandé les filles vous voulez faire quoi. Et quand ça m'a marqué cette histoire. Quand elles m'ont dit bah on sait pas Wendy toi tu veux faire quoi. Dans ma tête je sais pas il y a eu un truc genre je sais pas, ça m'a fait un clic. Mais bien après au collège-lycée, moi, j'étais pas... il y avait pas de chef, de machin, de meneur, de meneuse. Dans mes groupes d'amis, je cherchais pas à être le centre, alors que je suis Lyon. T'as vu l'effort? Non, je déconne. Mais voilà, je cherchais pas à être forcément le centre ou la commandante. Vous voyez, parce qu'il y a des gens dans les groupes d'amis, notamment dans les gros groupes d'amis, t'en as toujours un qui va être le centre, je sais pas quoi. Mais souvent, ces personnes-là se rendent pas compte, Je cherchais pas non plus à être en retrait, je cherchais juste à être moi, en fait. Je cherchais pas forcément à dominer. Mais donc, bref, c'est un truc dans lequel je suis du coup consciente. Comme vous pouvez le constater, et que oui, je fais attention sans non plus être parfaite, quoi. Mais je sais que naturellement, j'ai tendance à être une leaduse dans certains trucs. Voilà, je sais que même par rapport à mon rapport à l'autorité, je suis le genre un peu rebelle, voilà, qui va dire en fait pourquoi je vais suivre si je vois qu'un ordre ne fait pas sens. J'ai toujours trouvé ça absurde que ce soit dans les sphères familiales. Je sais pourquoi je vais t'écouter parce que t'es l'aîné en fait. Ce que tu dis c'est de l'AD. Je ne vais pas juste t'écouter alors que ce que tu fais c'est abusif, alors que ce que tu fais c'est injuste, mais parce que t'es l'aîné, parce que t'es le parent. Non. Je vais respecter, je vais machin, et oui, parfois j'en tirerai les conséquences. Mais c'est important, un enfant qui défie l'autorité, notamment lorsque l'autorité, elle n'est pas rationnelle, ou même dans certains cas, elle est abusive. C'est important un enfant comme ça. C'est très important dans une famille, dans un groupe, à l'école et tout, etc. C'est hyper important. Et bref, le monde, il a besoin de personnes équilibrées dans des positions d'influence, les gars. Donc si t'es quelqu'un qui travaille sincèrement sur toi-même, qui questionne ses angles morts, comme je disais, qui essaye de comprendre d'où viennent ses réactions plutôt que de les justifier, alors la question, peut-être, elle n'est pas « est-ce que je mérite ce pouvoir ?» Peut-être que la question, c'est quelque chose du style « est-ce que je me permets de l'exercer ?» Ah oui, ouais. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous a parlé, ou alors elle vous a éclairé sur certains aspects par rapport au pouvoir, ou elle vous a questionné par rapport à votre propre rapport au pouvoir. Et donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ouais, moi là, je pense juste à l'édit. Je vais douiller. Parce que je suis pas encore endurante sur YouTube. Je suis pas encore aussi endurante. Je suis pas encore aussi patiente sur YouTube. Mais vu que j'aime trop parler, vous voyez le... Voilà, j'aime trop parler, mais quand il faut éditer, je suis en mode... Oh là là, j'ai toujours pas fini. Des bisous. Là, la caméra, des bisous.